Mais ce temps où l'automobile est un luxe pour une minorité de privilégiés touche à son terme. C'est d'Amérique que vient le pas décisif, une révolution dans la conception et dans l'exécution. En 1908, Henry Ford a l'intuition qui bouleversera l'industrie. Il imagine l'automobile la plus simple à produire, la plus rustique, celle qu'aura envie d'acheter l'Amérique profonde, la fabuleuse Ford T. La transposition au XXe siècle du chariot bâché des pionniers de la marche vers l'Ouest. Rambled right along, and the little old Ford rambled right along. The gas ran out in the big machine, but the darned little Ford don't need gasoline. The big limousine had to back downhill, but the plain little Ford is going up still. When it runs out of dope, just fill it up with soap, and the little Ford will ramble right along. Objectif de Ford, mettre le modèle T à la portée de toutes les bourses. Pour cela, il faut changer radicalement le mode de production, donc la façon dont les ouvriers travaillent. Alors qu'il entreprend la réorganisation de son usine, Ford découvre les idées de l'ingénieur Frederick Taylor. Celui-ci est obsédé par l'amélioration du rendement des machines et des ouvriers. Il y consacre sa vie. Il n'est pas le seul. D'autres en Europe mènent des recherches voisines. Ainsi en France, Bedeau et Fayol proposent des solutions comparables. Taylor commence par décomposer les mouvements de l'ouvrier avant de chronométrer chaque opération qu'il effectue. Pour vérifier le bien fondé de ses théories, il réorganise complètement le travail de Schmidt, un ouvrier métallurgiste. Jusque-là, Schmidt transportait 12 tonnes de fonte en une journée. Après les recommandations de Taylor, sa performance passe à 47 tonnes quotidiennes. Taylor s'intéresse également au travail de bureau et ses conseils aident les dactylos les plus rapides à améliorer encore leur vitesse. Margaret Owen établit ainsi le nouveau record du monde avec plus de 150 mots à la minute. Pourtant, l'essentiel du mérite en revient à Taylor. Chez Ford, le Taylorisme introduit la division des tâches élémentaires et répétitives. On n'a plus besoin d'ouvriers spécialisés formés par des années d'apprentissage. N'importe qui peut apprendre un métier du jour au lendemain. Plus besoin non plus de carrossiers qui construisent le châssis dans son intégralité. La fabrication de chaque châssis est démultipliée en une centaine d'opérations accomplies par autant d'ouvriers sur des machines différentes. Tout va déjà bien plus vite, mais l'usine ne produit que 200 voitures par jour. La transformation la plus révolutionnaire est encore à venir. Ce n'est plus l'ouvrier qui se déplace, mais les éléments de la voiture qui sont amenés jusqu'à lui. L'homme se tient maintenant à un point fixe et répète indéfiniment le même geste. La chaîne est née. Par une succession d'opérations élémentaires, effectuées à une vitesse constante, la voiture sort, montée de toutes pièces. And at that very moment, as the workmen began to fasten the parts onto the slowly moving car, the assembly line was born. Les pièces détachées sont amenées par un réseau de convoyeurs à bande jusqu'à leur destination exacte dans la chaîne. Les chaînes s'étendaient sur toute la longueur du bâtiment. Elles transportaient les pièces. Au lieu de les porter à la main, les transporteurs motorisés les apportaient sur la chaîne. C'était merveilleux de voir ça en mouvement. Ce n'était pas un seul cerveau, mais de nombreux cerveaux qui travaillaient ensemble. Les ouvriers ne sont plus que les rouages d'une gigantesque machine. Le système s'impose à eux autant pour les cadences que pour les rémunérations. Ils doivent s'adapter au rythme constant de la chaîne. Toute l'usine travaille désormais à la même vitesse. Impossible de ralentir et à plus forte raison de s'arrêter. Arthur Herbeau fait partie des 4000 employés de Renault. Je suis rentré sur Renault. Tout de suite, on m'a mis sur la chaîne. On enfilait les bleus. Il y a un chef d'équipe qui est venu. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as fait? Ah, ça et ça. Bon, bah, tiens, la boîte à outils, on va te faire voir. C'est comme ça que ça se monte. » Il fallait suivre et il fallait faire vite. Parce que si on ne remplissait pas notre tâche comme le programme avait été fait, on ne nous gardait pas. Hein.
On était débauchés, quoi. Ou ils nous cherchaient un autre poste, ailleurs. Le travail à la chaîne, c'est pas du travail intéressant. C'est pas un travail qui motive le gars. Hein? On ne peut pas le motiver s'il toujours faire la même chose. Il devient une mécanique. Obligé de suivre la mécanique d'abord. C'est le rendement. Et ça a été pire quand ils ont... Enfin, pire d'une certaine façon, quand le système Taylor a été... Parce qu'il y avait un bureau d'études qui étudiait les mouvements à faire. On fait des gestes inutiles, des gestes qu'on peut se passer. Par exemple, vous prenez une pièce, là, dans un bac, si c'est des petites pièces. Vous prenez la pièce. Ben, le bac, pourquoi il est là? Pourquoi il n'est pas là? Il y a pas loin. Mais si vous faites un pas, à chaque fois que vous faites un pas, vous faites un surcroît de fatigue et aussi de perte de temps. C'est ça le système Taylor qui nous a appris. Étudier les gestes et pas faire les mouvements inutiles. Également, d'abord pour l'homme, mais c'est surtout pour l'entreprise aussi. Hein. Beaucoup ne tiennent pas la cadence. Un ouvrier sur deux reste moins d'1 an dans ces entreprises. Les constructeurs ne s'en soucient guère, notamment Ford, car les remplaçants ne manquent pas, attirés par des salaires sensiblement plus élevés que dans les autres branches. Le temps de fabrication par voiture est tombé à 1h30. Ford affiche des bénéfices records. Il peut donc se permettre d'augmenter les salaires. Lorsqu'il annonce qu'il double la rémunération, la portant au niveau inouï de 5 $ par jour, l'usine est assiégée par les candidats. Red Cole avait à peine 18 ans lors de ses débuts chez Ford. Ce qui m'a surtout marqué avec M. Ford, c'est qu'il a été le premier à payer 5 $ par jour. Pour moi, M. Ford était comme un dieu. Comme un dieu parce qu'il contrôlait des milliers et des milliers de personnes. Il organisait les gens, les chaînes, les allées et venues, et les équipes. 3 équipes, 8 heures par équipe, matinée, après-midi et soirée. Et pour moi, c'était de l'horlogerie. J'étais très fier d'en faire partie. J'adorais ça. En 1920, Détroit est en plein essor. Sa population a quadruplé en une génération. Les autres constructeurs automobiles reprennent la méthode Ford. Production en série, coûts de production réduits, salaires élevés. Ford décide de construire une nouvelle usine, celle de ses rêves. Ce sera la plus grande du monde, avec 80 000 personnes. À Rivière-Rouge, des milliers de tonnes de charbon, de fer, de sable entrent d'un côté, tandis que 2500 modèles T sortent par l'autre chaque jour. J'étais perdu, complètement perdu. C'était tellement grand, tellement bruyant. Où on devait mettre ses habits, où manger son repas, où mettre sa gamelle. On ne savait pas. Et on avait peur de se déplacer. On voyait des gars qui faisaient une chose, d'autres une autre chose, avec toutes ces machines. C'était incroyable de voir ça, incroyable. Le secret du succès de Ford, c'est l'afflux ininterrompu de main-d'œuvre arrivant à Détroit. Les termes du contrat sont clairs, l'ouvrier travaille vite, il obéit aux ordres, il est bien payé. Plus de 70% des ouvriers sont des immigrants de fraîche date, italiens, grecs, polonais, allemands. Ford ouvre à leur intention des écoles de langue anglaise. Mais dans le même temps, il n'hésite pas à jouer habilement des rivalités qui opposent les uns aux autres, avec un seul objectif, maintenir la cadence. Il disait, négro, si tu veux pas produire, on a des types qui le feront à ta place. Puis, il allait voir les Blancs qui arrivaient du Sud. Si vous autres, technos, fournissez pas, on a des Rital, on a des négros qui feront l'affaire. Alors faites gaffe. Une milice privée est chargée de maintenir la discipline. Quiconque essaie d'implanter un syndicat est immédiatement licencié.
Ford appointe des espions dans tous les ateliers pour repérer les agitateurs. Ford ne manque pas de faire valoir aux ouvriers les avantages matériels que leur situation leur procure. Le personnel est d'ailleurs vivement encouragé à épargner pour acquérir sa propre Ford T. On avait de l'argent, on pouvait se payer ceci et encore cela, et même une voiture neuve. En 1924, le 10 millionième modèle T sort de la chaîne. À grand renfort de publicité, Ford fait parcourir à sa fameuse voiture les États-Unis d'une côte à l'autre et du nord au sud. C'est tout un pays qui célèbre la révolution de la chaîne. Le Français André Citroën est le premier en Europe à comprendre et adapter les procédés américains. Il entend atteindre le plus grand nombre grâce à ses voitures à bas prix, à la publicité et à la standardisation des pièces de rechange. Il n'hésite pas à associer le symbole de sa marque, les chevrons, au symbole de Paris. Pour écouler les 500 voitures fabriquées chaque jour, il faut exporter en Europe et dans les colonies et montrer que le rêve automobile n'est plus inaccessible. Dès 1922, la croisière noire traverse le Sahara, preuve de la qualité des moteurs. Ce premier raid automobile est fortement relayé par la publicité. Citroën voit encore plus grand et met sur pied en 1931 la croisière jaune qui envoie voitures et savants jusqu'en Chine. La méthode Citroën devient un modèle pour les industriels hantés par la modernisation. Au début des années 20, l'Italie ne produit que 250 000 voitures par an, soit beaucoup moins que la France ou l'Allemagne. Fiat est pourtant l'un des premiers en Europe à imiter Ford. À Turin, il construit une usine gigantesque qui lui vaut d'être admiré puis très vite imité par ses concurrents. S'élançant du rez-de-chaussée, une rampe en spirale conduisait les voitures jusqu'à une piste d'essai située sur le toit. Giovanni Gobbi débutait à l'époque comme contremaître. Monsieur Agnelli allait souvent en Amérique avec le directeur de l'usine et le directeur de la production. À cette époque, ils étaient en bons termes avec Ford. Ils essayaient d'appliquer ici ce qui se faisait là-bas. Au début, tout se faisait à la main. Les ouvriers faisaient tout à la main. Plus tard, ils ont motorisé la chaîne avec des trains. Tout comme en Amérique, l'ouvrier doit suivre la cadence de la chaîne. Giovanni Gobbi était chargé de cette surveillance. Un jour, mon supérieur m'a mis un chronomètre dans la main et m'a dit « Vas-y, dis-moi combien de temps il faut pour faire ce travail. » L'un des premiers que j'ai dû chronométrer était un homme qui aurait pu être mon grand-père. Il portait ce genre de moustache à la chinoise que les gens avaient à l'époque. Le pauvre homme travaillait dur et moi je n'étais qu'un gamin qui devait le chronométrer. C'était horrible. Je n'ai pas pu le faire et j'ai demandé un autre poste. L'Angleterre constitue un marché de choix pour les constructeurs automobiles car les habitants ont le plus haut revenu d'Europe. Ford ne s'y est pas trompé et dès 1912 y ouvre une usine. Quant à Morris, le premier constructeur anglais, il a installé des ateliers modernes à Cowley, près d'Oxford.
Des presses géantes ont remplacé les marteaux des ouvriers spécialisés de chez Vulcan. Le bruit assourdissant des machines-outils donne la mesure du nouvel univers industriel qui s'installe. Cependant, chez Morris, les ouvriers ne travaillent pas encore à la chaîne. Ce sont eux qui se déplacent autour des voitures. Et, à la différence des Américains qui bénéficient d'un salaire horaire fixe, les ouvriers anglais sont payés à la pièce, sans rémunération garantie. S'ils tombent en dessous des quantités établies, ils sont mis à l'amende. Dans le cas contraire, on leur accorde une prime. Plus on travaillait dur, plus on avait d'argent. J'étais en forme, costaud, et j'en voulais. Je voulais aller là où on me donnerait le plus pour mon travail. J'étais comme tous les autres, j'étais là pour une seule chose, pour gagner de l'argent. En Europe comme en Amérique, les villes où s'installent les industries automobiles attirent travailleurs et capitaux. Des cités nouvelles apparaissent dans les banlieues d'Oxford, de Stuttgart, de Sochaux. On construisait des maisons tout autour d'Oxford, des résidences. La résidence Sunnyside, Florence Park et plein d'autres. Ce qui nous motivait, c'était d'avoir assez d'argent pour payer un acompte sur une maison. L'industrialisation de nouveaux secteurs par la généralisation du travail à la chaîne permet de relayer les industries lourdes traditionnelles qui sont en perte de vitesse et licencient. La société de consommation fait son apparition en Europe. Il ne s'agit plus seulement de voitures, mais de radios. Plus seulement de travail, mais de loisirs. This is the home of the radio gramophone. Hundreds of cabinets slowly moving on to completion. All components of the radio set are distributed by conveyors. We will just take a peep into the recording studio where Jack Hilton and his band are rehearsing. Les villes sont équipées en électricité et les maisons individuelles s'emplissent de produits de consommation de plus en plus souvent produits à la chaîne. La classe moyenne découvre l'électroménager. Aspirateur, fer à repasser, grille-pain et bientôt lave-linge allègent les tâches domestiques. Le confort de la famille n'est plus un privilège de riches. Today, a woman uses the family car to take the children to school or to drive round to the shops. The car helps her to get through her daily routine quicker, leaving more time for exercise and enjoyment. It puts the country swimming pool within her reach, or takes her out to a golf course or tennis club in the afternoon. And now let's look at some of the additional accessories you can obtain for your Ford car. A combined sun visor and vanity mirror, so handy either for powdering your nose or keeping it from getting sunburnt. No need to disturb your handbag or exasperate your husband by using the car mirror. I have been keeping my most precious car possession to the last. Here it is, a radio set with which to while away long waits in traffic jams or to relieve the monotony of a long drive. La France, pionnière dans l'aventure automobile, reste au premier rang des pays producteurs et exportateurs. Ici aussi, l'homme a cédé la place aux machines et à l'organisation scientifique du travail. Berlier, Renault, Peugeot ou Citroën fonctionnent déjà suivant le principe du flux tendu. Pas question d'accumuler des pièces en stock, les voitures fabriquées dans la journée sont enlevées par les services commerciaux pour être disponibles au plus vite. Les usines se spécialisent. Dans l'une, on élabore les châssis, dans l'autre, on assemble moteurs, direction et équipements. Les ateliers de Paris et sa banlieue occupent à eux seuls 800 000 mètres carrés et 25 000 personnes. La voiture n'est plus une curiosité comme avant-guerre, ni un objet frivole comme au temps des années folles. Elle devient le signe du progrès et d'une société qui prend goût à la mobilité.
Si la chaîne permet à une partie des travailleurs de profiter des avantages de la société de consommation, le prix à payer en est élevé. L'homme se trouve assujetti à un système plus que contraignant. La grande crise de 1929, en coupant court à la prospérité, exacerbe les critiques qui s'étaient fait entendre dès 1925-26. En France, Georges Duhamel fait le procès des standards américains et du monde poubelle qu'ils nous promettent. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley dresse un tableau accablant d'une société tout entière asservie à la production et dont Ford est le dieu. Le cinéma se joint aux critiques. René Clair parodie la chaîne dans À nous la liberté. Film qui dépeint l'entreprise comme un univers carcéral. Dans les temps modernes, Chaplin se trouve pris dans l'engrenage infernal de son usine géante et bientôt écrasé par les cadences insoutenables auxquelles il est soumis. Après le terrible jeudi noir de 1929, les ouvriers ne peuvent plus compter sur des salaires élevés pour compenser les inconvénients du travail à la chaîne. Ils sont donc davantage tentés de prêter l'oreille aux militants des syndicats. J'ai rencontré un gars qui s'appelait Bill McKay et qui m'a dit « On va faire un syndicat dans cette boîte ». Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? Il me dit « Les contremaîtres ceci, les contremaîtres cela ». Finalement, Bill me donne des trucs à lire et me dit « Il faut que personne ne voie ça. Mets ça dans ta poche et lis-le à la maison ». Je le mets dans ma poche de chemise et le lendemain matin, je rentre chez moi, je lis tout ça et c'est comme ça que je suis entré dans le syndicalisme. Mais paradoxalement, la progression du chômage complique la tâche des syndicats. Ainsi, il faut attendre 1932 et le lock-out de l'usine de Rivière-Rouge à Détroit pour déclencher une réaction qui tourne tout de suite à l'affrontement entre les ouvriers et la direction. Un conflit qui entre dans la légende du mouvement ouvrier américain. Après de nombreuses réunions et discussions, il a été décidé qu'on ferait une marche de la faim vers les usines Ford pour rappeler à Ford qu'il nous avait promis 5 $ par jour et qu'il avait fermé l'usine sans aucune explication. Nous avions obtenu l'autorisation de défiler dans Détroit. Quand nous sommes arrivés au coin des rues Miller et Dix, ça a commencé à péter. Des lances à incendie ont commencé à nous arroser d'eau glacée et il y avait un cordon de police en travers de la rue Miller, comme une barricade. À cet endroit précis, il y avait des tas de charbon. Et quelques personnes sont montées sur ces tas et ont répliqué en lançant du charbon sur les policiers et sur les miliciens de la boîte qui étaient de l'autre côté de la barrière. La marche a continué vers la porte numéro 3 et c'est là que des hommes se sont fait tirer dessus. Au lieu de travail, on a reçu du plomb, des balles et le sang a coulé. 4 manifestants tombent sous les balles de la police. Désormais, par-delà ces incidents, c'est au système même de la production de masse que s'attaque la gauche. Le peintre mexicain Diego Rivera, de sympathie marxiste, peint une grande fresque représentant l'usine de Rivière-Rouge. Elle est exposée dans une galerie de Détroit. On y voit des travailleurs en colère au milieu du fracas des machines gigantesques. Paul Boattin figure parmi les acteurs de cette fresque. Il a réussi à rendre une partie de mon physique. Ma famille dit que je n'ai jamais eu le nez aussi long, mais je ne sais pas. Peut-être que si. Les machines sont parfaitement dessinées. Le dessin est parfait. Et pour les visages des travailleurs,
Il voulait que ces modèles puissent se reconnaître, qu'ils puissent voir une partie d'eux-mêmes. La force qui émanait des visages des travailleurs en a intimidé plus d'un. S'ils s'échappaient du mur avec leurs gros muscles et leur air déterminé, ils auraient pu être dangereux. De nombreux patrons de Détroit réagissent et dénoncent cette propagande révolutionnaire. Ils veulent faire effacer un tableau aussi subversif. Jusque-là, les travailleurs de l'automobile non syndiqués étaient directement tributaires des fluctuations du marché. Les seuls qui osaient résister à cet état de fait venaient souvent d'entreprises dans lesquelles les syndicats étaient fortement implantés. C'est le cas de Eden Evans, venu à moto des mines du pays de Galles. Tous les travaux non qualifiés à la Pressed Steel étaient traités de la même façon. Les mêmes conditions, les mêmes ennuis, les mêmes revendications. On était un groupe de gens unis, mais sans représentation, sans personne pour parler en notre nom. On s'est dit, on va faire un syndicat. Une grève oblige son employeur, Pressed Steel, à admettre la constitution d'un syndicat et une augmentation de salaire. Tous les ouvriers de l'automobile anglaise vont s'engouffrer dans la brèche. Chez Renault, l'étincelle qui met le feu aux poudres est la décision d'accélérer les cadences. À une époque, on en faisait 100 pièces dans l'heure. Après, la direction décidait d'augmenter la cadence. Il fallait en faire 110. Et après, 120. Et on faisait 10 heures par jour. Et on travaillait le samedi jusqu'à midi. Qu'est-ce qu'il nous restait? La vie de famille. D'abord, on n'était pas assez payé. Travailler comme une machine pendant 48 heures, c'était fatal qu'un jour ou l'autre, il fallait que ça pète. Et les syndicats étaient là, les délégués, ils disaient, on occupe l'usine et on ne nous sortira pas. Et si les flics, puisqu'on disait les flics, les gens toujours, ils viennent, on les recevra. On est assez. Et c'est bien si c'est produit, il y a eu des échauffourées, les boulons, les blessés, évidemment. En 1936, les ouvriers demandent d'abord la reconnaissance de leur dignité. Ils occupent les usines, s'installent dans les ateliers avec le soutien des familles et de la population des quartiers qui, par roulement, organisent le ravitaillement. Les hommes, ils occupaient, mais puis les femmes, on y allait tous les jours, mais la nuit, non, les femmes n'allaient pas la nuit. Puis on s'était organisés, on jouait aux cartes, on dansait, donc on s'amusait un petit peu quand même, quoi, c'était pas toujours triste. On improvise même des bals musettes. La France entière se met bientôt en panne, mais au lieu de détruire les machines, comme autrefois, on les entretient et on fait la fête. L'ampleur du mouvement de 1936 renverse pour la première fois le rapport de force en faveur des ouvriers qui se syndiquent par centaines de milliers. Au terme d'une négociation entre patrons et syndicats arbitrée par le gouvernement, une première en France, les ouvriers gagnent environ 10% d'augmentation, la semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés. On se tapait sur l'épaule, ça y est, on a gagné. On était heureux, hein. D'abord moins d'heures, la paye n'a pas beaucoup bougé, on gagnait quand même notre vie. Et puis 15 heures de congés payés. Payés? On n'en prenait pas. Ça coûte trop cher de prendre des congés. Et du moment qu'ils étaient payés, alors. C'est pas croyable, mais vous savez que on était, je crois, 120 mouleuses. Et bien, il n'y avait qu'une dame qui prenait des vacances. Vous auriez vu les plages, les gens. Oh là là, et puis les gosses et tout ça. Changer la vie, c'était donc possible pour les ouvriers aussi. Une telle évolution n'est évidemment pas concevable sous les régimes autoritaires.
En Italie, les syndicats étant déclarés illégaux, Fiat peut réduire les salaires et augmenter les horaires de travail à sa guise. Felice Gentile se rappelle le poids d'une surveillance permanente. Avec les conditions de travail qu'on avait, on ne pouvait même pas aller fumer une cigarette. Quand un homme allait aux toilettes, il vérifiait que c'était pour de bon, ou s'il s'éclipsait pour bavarder. S'il s'arrêtait pour bavarder, et qu'un garde ou le directeur le surprenait dans les toilettes, il était viré. Et on n'y pouvait rien. Lorsqu'un dirigeant fasciste vient à Turin, les ouvriers sont en service commandé pour l'acclamer. L'industrie automobile est un symbole essentiel du prestige de l'Italie et du dynamisme du régime fasciste. Mussolini lui-même s'y intéresse de près. En même temps, ce régime offre aux Italiens toute une organisation étatique des loisirs qui, comme en Allemagne, remplace la convivialité et la solidarité des syndicats. Le chancelier Adolf Hitler inaugure à Breslau un autostrade d'une longueur de 1000 km, construit uniquement, nous assure-t-on, de l'autre côté du Rhin, pour favoriser en Allemagne le tourisme et l'industrie de l'automobile. Dès 1935, l'Allemagne nazie peut se vanter d'avoir gagné la bataille de l'emploi, avec des moyens peu orthodoxes. Les autoroutes inaugurées en grande pompe par Hitler sont construites par des jeunes gens incorporés dans le service du travail, tandis que les femmes sont renvoyées à la maison. Le régime se veut aussi le promoteur d'un capitalisme populaire, fondé sur la production en masse de biens de consommation, achetés à bas prix et à crédit. La Volkswagen est proposée à 5 marks par semaine. Mais en fait d'industrie automobile, cet argent servira essentiellement à promouvoir une industrie militaire toute puissante. Et sur les autoroutes, on voit défiler des tanks, fleurons d'une économie tournée vers la guerre. Comme l'avait annoncé Göring, entre le beurre et les canons, les nazis ont fait leur choix. Le Fordisme et le Taylorisme sont étudiés jusqu'en Union soviétique. Pour accélérer la modernisation et atteindre les objectifs des plans quinquennaux, les ingénieurs n'hésitent pas à copier les méthodes du capitalisme. Le socialisme n'ayant pas en principe besoin de voitures individuelles, les usines produisent des tracteurs et des camions. Le stakhanovisme, qui fait appel à l'émulation socialiste et mise sur le civisme et la publicité, n'est au fond qu'un camouflage du taylorisme. Le développement de l'industrie de l'automobile s'accroît de jour en jour. Les villes deviennent sans cesse plus étroites pour le flot des voitures qui les envahit. La circulation de certains États européens est déjà égalée par celle de certaines villes. Aujourd'hui, 42 millions d'automobiles roulent dans le monde. Il y a aux États-Unis une voiture pour 4 habitants. Au Canada, une pour 8. En France, une pour 18. En Angleterre, une pour 19. En Allemagne, une pour 45. En Italie, une pour 100. En Russie, une voiture pour 325 habitants. Aux États-Unis, les choses changent avec l'arrivée à la Maison-Blanche d'un président démocrate, Franklin Roosevelt, et la reconnaissance de la liberté syndicale et du principe des conventions collectives par branche professionnelle. En 1937, le syndicat de l'automobile se sent assez fort pour engager l'épreuve de force d'une grève. Au bout de quelques jours, General Motors et Chrysler le reconnaissent comme interlocuteur. Mais pas Ford. Beaucoup plus que de la représentativité de ses salariés, Henry Ford se soucie du lancement et de la promotion de son nouveau modèle. Chez lui, le syndicat n'a pas droit de citer. En revanche, les concessionnaires sont priés de multiplier des opérations commerciales à travers tout le pays.
gentlemen, how do you like the 1937 Ford V8? Les rapports avec le personnel sont toujours régis par le même autoritarisme. Toutefois, les ouvriers de 37-38 s'enhardissent. Ils sont décidés à passer à l'action, quelles que soient les conséquences. Le syndicat avait une Ford T modèle 1914 avec un radiateur en cuivre. Il y avait une grande pancarte au-dessus où l'on pouvait lire « Plus moderne que la politique sociale chez Ford ». C'est moi qui conduisais. On arrive devant le vieux bâtiment de l'administration où Ford avait son bureau. Et je fais caler la voiture en plein devant. Il faudra l'entrée en guerre des États-Unis en 1941 pour que Ford finisse par céder. À force de recruter, les syndicats sont désormais en mesure de déclencher une action efficace. Une altercation éclate entre un contremaître et un ouvrier, Jim Sullivan, qui a le sentiment que l'occasion est à saisir. Je fais mon service, je range mon équipement et je dis « Mike, c'est maintenant ou jamais. Ils sont prêts, on peut y aller. » Une des premières choses que je devais faire, c'était de me lever et appuyer sur le bouton rouge arrêt de la chaîne. J'avais un contremaître qui s'appelait Jim Barbery, il s'est précipité sur moi. « Qu'est-ce que tu fabriques ? Grève, grève !» Tout le monde s'est mis à crier « Grève, grève !» La plus grande usine automobile du monde est à l'arrêt. J'étais vraiment content. Je me disais, bon sang, j'ai réussi quelque chose. Je sautais, je dansais, j'étais entré dans l'histoire. J'avais bloqué Ford. La grève s'achève par la signature d'une convention collective entre les syndicats et la direction. On embauchera exclusivement des ouvriers syndiqués. Tout changement du rythme de la chaîne et des conditions de travail sera dorénavant négocié et nécessitera l'accord des deux parties. La convention Ford, si durement acquise, va devenir un modèle pour toute l'industrie américaine. Toward Washington, D.C. in 1941, millions of U.S. citizens are looking anxiously for leadership in the greatest armament program of their nation's history. Les besoins de la guerre ont achevé de généraliser le travail à la chaîne. Avec une main-d'œuvre si raréfiée, c'est devenu une nécessité. Du coup, le pouvoir dans les usines change de camp. Le gouvernement demande la collaboration des travailleurs et sollicite le concours des syndicats. Ce sera le cas de tous les pays en guerre. Britain's huge mass production industry is totally at war. To mend the factories, every available man and woman who is not under arms is at work. Never before in Britain's history has production been so high. They're all in it together. En pratique, ce sont des méthodes américaines dont on s'inspire le plus souvent. Les Alliés viennent voir sur place comment des usines automobiles parviennent à fabriquer des avions. Et avec quelle efficacité, puisqu'en 1944, les usines américaines produisent plus de 300 avions par jour. Les Européens découvrent également ce qui les faisait déjà rêver avant 1929, le standing des travailleurs. It was my last night with the family. Ellen was getting dinner ready. A right smart little kitchen she had to work in. Everything easy to hand. And the living room. What a comfortable place. In this land of automobiles, people think nothing of living 20 miles away from where they work. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les ouvriers américains sont de loin les mieux payés du monde. Ailleurs, on se préoccupe surtout de la reconstruction et de retrouver le niveau de vie d'avant-guerre. Cela retardera d'autant le passage définitif à la société de consommation.
À mi-siècle se clôt une révolution technologique. D'autres s'esquissent déjà, et pas seulement aux États-Unis, mais au Japon ou en Allemagne. Elles obligeront entreprises et syndicats à redéfinir leurs relations.